Est-ce que ça ne va pas vous manquer ? Écoutez, Je si parle vous évidemment parlez de la fin de votre mandat, de la fin de mon mandat, de député en juin prochain. Écoutez, je ne peux même pas vous répondre parce que nous sommes dans une telle période d'incertitude que je ne sais même plus où j'en suis personnellement. Pour y revenir en arrière, vous pourriez changer d'avis ? Je disais depuis plusieurs semaines que ma position était totalement arrêtée, sauf s'il y avait la guerre. Et ça fait presque 2 mois que je répète cela et tout le monde me dit « mais tu dis n'importe quoi ». Nous ne sommes pas encore en guerre, la France, j'entends. Mais c'est vrai que je suis très pessimiste et que je ne me vois pas m'éloigner de cela si nous rentrons dans un conflit. Donc concrètement, voilà, à titre personnel. Mais donc j'espère qu'il n'y aura pas de conflit, que tout va se résoudre et d'une manière ou d'une autre. Et dans ce cas-là, est-ce que ça va me manquer ? Non. D'accord. Pourquoi ça ne va pas vous manquer ? Parce qu'il y a une urgence qui est celle d'une réforme constitutionnelle qui, si elle avait eu lieu il y a 5 ans, nous aurait rendu une démocratie beaucoup plus solide que ce qu'elle est aujourd'hui et aurait fait de nous des personnes et un pays beaucoup moins fragile face à un pays autoritaire comme la Russie qui nous impose ses règles. Nous avons besoin d'une démocratie forte et pour cela, il faut une réforme constitutionnelle. Et si j'entends un candidat dire « demain, je fais une réforme constitutionnelle pour laquelle je n'ai pas les clés, parce que je pense que ça doit être un véritable débat au niveau sociétal, au niveau démocratique, eh bien, cela me donnera de l'espoir. Une 6e République, par exemple. Une 6e République, mais pas forcément celle de votre candidat Mélenchon. Est-ce que ça pourrait passer par le débat est ouvert. Une dose de proportionnalité ? Ça, c'est presque un détail, Monsieur Samary, la proportionnalité. C'est réellement toutes les institutions, c'est les découpages territoriaux, c'est les modes de vote, c'est le choix d'un fonctionnement parlementaire fort et non plus avec un exécutif qui est beaucoup trop fort par rapport au parlementarisme. On a besoin d'équilibre. Nous ne sommes plus en équilibre dans cette société et surtout, le grand ennemi qui est l'abstentionniste montre bien que les Français ne se reconnaissent plus dans cette démocratie représentative et que nous avons besoin d'aller vers une démocratie participative parce que c'est tout simplement la marche de l'histoire, c'est l'évolution de notre société. Nous avons de plus en plus besoin d'associer les populations à tout ce que nous faisons et nous avons besoin de le traduire au niveau politique. Et probablement qu'en restant député 5 ans de plus, vous arriverez peut-être à convaincre aussi vos collègues députés de le faire. Écoutez, pendant 5 ans, j'ai essayé de les convaincre sans grand succès. Mais si Macron était réélu, un 2e mandat, il n'aurait pas besoin de se poser la question d'une nouvelle réélection ensuite. Il aura peut-être plus les coups des franches. Monsieur Samary, je ne veux pas détruire vos rêves, mais s'il suffisait qu'Annie Chapelier veuille quelque chose pour que cela se produise, ça se saurait. Est-ce que vous avez le sentiment d'avoir servi à quelque chose pendant ce mandat ? Non. Clairement non. Il n'y a rien dont vous êtes fier d'avoir contribué ? Nous avons, c'est pas une histoire de tristesse, et aucun de mes collègues ne peut se prévaloir d'avoir servi à quelque chose. C'est que la somme d'énergie déployée, la quantité de travail fourni, les sommes investies à travers les personnels, nos collaborateurs, les administrateurs de l'Assemblée, son fonctionnement lui-même, etc. Tout cela pour avoir des résultats si minuscules. Nous serions une entreprise, nous mettrions la clé sous la porte en quelques mois. Est-ce que vous regrettez presque d'y être allé quand on vous entend ? Pas du tout. Mais non, mais je pense que mon rôle est de dénoncer une institution qui ne fonctionne plus et qui a besoin d'être réfléchie et renouvelée. Et ce n'est pas certainement en disant « Oh, je suis triste, ça ne s'est pas bien passé » et tout ramener à mon niveau personnel que ça n'a aucun intérêt. C'est vraiment un devoir de ma part de devoir expliciter en permanence que ça ne fonctionne plus. Il y a certainement quelque chose qui doit vous rendre fier, c'est que vous avez été active sur la loi pour le prolongement de l'IVG de 12 à 14 semaines. En quoi vraiment, ces 2 semaines de plus, et au-delà il y a plusieurs choses sur la table, mais en quoi vraiment ce prolongement est important pour les femmes ? Ce n'est pas une loi qui se focalise sur l'allongement du délai, mais bel et bien pour améliorer l'accès à l'IVG. On estime entre 3 à 5 000 femmes par an qui vont avorter à l'étranger parce qu'elles ont dépassé le délai. Pourquoi elles dépassent le délai ? Pour une multitude de raisons. Parce que l'accès est le plus souvent difficile, ou alors pour certaines, parce qu'elles le découvrent trop tardivement pour pouvoir pratiquer cette IVG. Dans les 2 cas, l'allongement du délai
leur donne 2 semaines supplémentaires pour Il pouvoir fallait aller plus pour s'organiser vous en France. Mais il y a également d'autres mesures à travers cette loi, comme par exemple l'ouverture aux sages-femmes de la possibilité de faire des IVG instrumentales, parce que nous avons un manque de médecins, gynécologues, obstétriciens. Les généralistes également peuvent pratiquer cela dans certaines conditions, qui est telle qu'on n'en a pas assez. Voilà. Donc il y a également la suppression et je pense que, voilà, on en a pas mal parlé, du délai qui restait, qui était oui, vous êtes ancestral. pas mal exprimé sur le sujet. Pas mal exprimé, je me suis exprimée parce que ce délai était devenu obsolète, enfin, n'avait plus aucun sens. Il faut expliquer quand même de quoi il s'agit. C'est le délai de réflexion de 48 heures. 48 heures. Pour des mineurs. Oui, il s'agit en fait, non pas de... Enfin, ce qu'il y a, c'est que... C'est pour des entretiens psychosociaux obligatoires pour les jeunes femmes mineures. Tout à fait. Précisément. Oui, et après, il y a un délai de 48 heures après cet entretien. Alors que on sait, et comme je l'avais expliqué, lorsque la jeune femme vient et fait son entretien, après, il y a toute une procédure qui est mise en place avec une consultation, avec une date, etc. Sûr, et ce délai de 48 heures, voilà, elle ne sort pas de l'entretien et hop, le geste est fait. Pas du tout. Donc, en fait, ce délai, il est presque de facto en place. Et à n'importe quel moment, une personne qui a choisi d'avorter peut renoncer et revenir sur sa décision, même sur la table d'intervention. Pourquoi le parcours, alors qu'on est en 2022, le parcours législatif a autant été aussi long? Parce que un sujet comme l'IVG, il y a un magnifique film qui s'appelle La Loi, qui montre comment Simone Veil a pu porter ce sujet, montre bien que c'est un sujet de société qui touche à l'éthique, qui touche pour certains à leur foi religieuse, qui touche à des valeurs qui ne sont pas forcément les mêmes pour chacun. Et la France a fait le choix et a eu le courage d'assumer que l'IVG était finalement que la traduction du droit de chaque femme de disposer de son corps, que ça ne concerne qu'elle, et que c'est elle qui décide ce que son corps va faire, s'il va poursuivre ou pas une grossesse. Et ça n'appartient qu'à la femme, et aucune loi ne doit interférer dans les décisions que les femmes prennent. Emmanuel Macron n'était pas très à l'aise quand même. Il n'était pas très à l'aise, mais le ministre de la Santé non plus d'ailleurs. Mais je vous répéterai les propos de Simone Veil. Aucune femme ne recourt à l'IVG de gaieté de cœur. Je veux dire, c'est pas une fin en soi. Ce n'est pas quelque chose qui fait partie d'un projet de vie. C'est quelque chose qui est une décision que l'on prend parce que ça vous empêche d'avoir un projet de vie. On avance dans l'interview. Il y a quelques semaines, le scandale Orpea a éclaté sur la gestion financière des EHPAD, des maisons de retraite. En tant qu'infirmière, comment vous réagissez ? Alors j'ai lu l'ouvrage de Victor Castanet, je me suis beaucoup entretenue avec lui. Nous avons fait une tribune pour demander une commission d'enquête qui n'aura pas lieu. Et je le regrette au sein de l'Assemblée nationale parce que ce sujet est révoltant, bien entendu. Beaucoup d'autres lanceurs d'alerte avaient déjà parlé de la maltraitance dans les établissements pour personnes âgées. Ça n'avait pas eu le même retentissement parce qu'à la différence justement du travail de Victor Castanet qui lui a fait un travail d'investigation pour comprendre les mécanismes et comment on en venait là. Années, oui. Et surtout, il a ciblé un établissement privé à but lucratif. C'est-à-dire que de l'argent public est investi à travers le forfait dépendance et le forfait soins, donc par les ARS et par le département, donc de l'argent public dans des établissements pour personnes âgées, et des personnes, des actionnaires, parce que c'est coté en bourse, font du profit par des voies que dénonce Victor Castanet dans son ouvrage. Et c'est pour ça que son livre a eu un tel retentissement. Et il a choisi surtout les riches. C'est-à-dire qu'il a pris un établissement pour riches. S'il avait choisi un établissement qui était dans un quartier où on était au minimum de la tarification dans les EHPAD, ça aurait eu beaucoup moins de retentissement. Ça ne veut rien dire, parce que c'est des établissements qui peuvent être aussi gérés par le département du Gard, par exemple, ici chez nous, et peut-être que les choses sont mieux gérées que quand c'est le privé qui gère. Mais je voulais parler du retentissement du livre, du fait de s'attaquer aux personnes riches. Est-ce que vous avez participé aux auditions par la commission des affaires sociales du nouveau PDG d'Orpea, Philippe Charrier? Qu'est-ce qu'il a exprimé pour se défendre sur ce dossier?
Oh, écoutez, sans rentrer dans les détails, bien évidemment, mais ils ont eu une ligne de défense, je parle au pluriel parce qu'ils étaient deux, et il y a M. Charrier, et puis il y avait son adjoint, et puis nous avons auditionné il y a 3 jours le docteur Marian, qui est le fondateur et le président d'honneur, et tous ont la même ligne de conduite, qui est celle de prendre un ton doucereux, humble, en disant on ne savait pas, ma première pensée le matin en me réveillant, c'est de penser au bien-être des pensionnaires. Enfin, bon, écoutez, c'était à vomir. Ils vous ont pas convaincu, oui. C'était à vomir. Ah oui, c'était à vomir, mais c'est le sentiment que nous avons tous eu au sein de la commission. À ce point-là, bien entendu. Ils étaient non seulement dans un déni, mais en plus, ils cherchaient à attirer notre empathie. Enfin, on était quand même dans une situation ubuesque et vraiment... vraiment, oui, à vomir. Vous en gardez un mauvais souvenir. On va donner la parole à Nicolas tout de suite qui va vous poser sa question. Oui, moi j'avais très rapide. J'avais une question politique, oui, et non politicienne, parce que je parle toujours aux politiques et je m'adresse pas aux personnes. J'ai vu que vous aviez apporté votre soutien à Yannick Jadot dernièrement. Candidat écologiste à l'élection présidentielle. Et je suis allé regarder un petit peu vos votes à l'Assemblée nationale. J'ai vu que vous vous étiez exprimé en faveur du CETA, qui est un traité de libre-échange entre l'Atlantique Nord et l'Europe. Et du coup, je voulais vous demander si vous ne trouviez pas ça un petit peu incompatible des revendications écologiques portées par Yannick Jadot et, a fortiori, par Jean-Luc Mélenchon, et le fait de promouvoir des accords de libre-échange qui facilitent des accords transnationaux qui polluent énormément. Alors, je me suis beaucoup exprimée sur mon vote sur le CETA et comme je l'avais dit, j'assume, mais pleinement et entièrement. Et non pas parce que je suis canadienne, mais parce que ce n'est pas une histoire de faire la part des choses. Le traité du CETA, sur lequel nous avons énormément travaillé, met énormément en place de garde-fous sur ce qui pose problème. Vous dites qu'ils polluent beaucoup. Les accords de libre-échange ne concernent pas que des biens matériels, mais pour certains immatériels, en particulier des biens culturels, par exemple. Même si les biens proprement culturels sont exclus des traités de libre-échange multilatéraux. Nous avons, dans le cadre du CETA, les points qui étaient les grands points de clivage, qui étaient en particulier le bœuf, parce que l'élevage du bœuf au Canada et en Europe ne répond pas du tout aux mêmes règles sanitaires, en particulier ils utilisent des antibiotiques. Il y avait une conditionnalité qui était extrêmement claire, qui était que seules les exploitations qui font du bœuf sans antibiotiques avaient le droit d'exporter en Europe. En fait, je ne me souviens plus des chiffres parce que c'était il y a déjà quelques années ce vote, mais je crois qu'il y a près de 40 000 fermes au Canada qui font du bœuf et il n'y en avait que quelques dizaines qui répondaient à cette exigence. Alors après, on peut dire, évidemment, on peut faire passer du bœuf parce que les contrôles, ils sont aléatoires en douane, etc. Les services vétérinaires, quand ça arrive en Europe, on peut tout effectivement imaginer. Mais il faut bien comprendre que dans les accords du CETA, ils nous sont extrêmement profitables à nous, en Europe, en particulier au niveau du vin et des produits laitiers, même s'ils n'ont pas les mêmes conditionnalités pour recevoir les produits laitiers au Canada. Donc on devient très technique. Tout cela pour dire que moi, je ne suis pas opposée au traité de libre-échange. Je ne suis pas opposée au commerce en tant que tel. Et je pense qu'il vaut mieux avoir des traités qui régulent sérieusement. Et qui soient très exigeants. Exigeants, exactement. Plutôt que d'avoir des échanges qui sont quasiment parfois sous le manteau, dans des conditions où on ne respecte ni le bien-être animal, ni l'aspect sanitaire, ni même l'aspect sociétal. Pour prolonger la question de Nicolas, alors là, moi, je fais que de la politique. Oui. Est-ce que votre parrainage vaut finalement une adhésion au programme de Yannick Jadot? Parce que c'est pas le cas habituellement, hein. Ceux qui parrainent ne partagent pas forcément le programme d'un candidat à la présidentielle. Est-ce que pour vous, c'est une suite logique? On peut le dire, au premier tour, vous voterez Yannick Jadot. Au premier tour, je voterai Yannick Jadot. Mais oui. Je ne vais pas partir en croisade pour Yannick Jadot. Je voterai pour Yannick Jadot parce que pour moi, l'écologie est le premier et le plus grave des problèmes actuellement, même plus grave que la situation géopolitique. Je vais redonner la parole dans quelques instants à Corentin qui va vous poser des questions sur Alès, le territoire alésien. Mais d'abord, Jean-Baptiste pour sa question. Oui, je voulais revenir avec vous, Madame Chapelier, sur ce que vous pointiez tout à l'heure, à savoir la difficulté, voire l'impossibilité pour le Parlement de s'exprimer sous la Ve République. Et je voulais savoir ce que vous penseriez
d'un retour au septennat, avec le renouvellement de l'Assemblée nationale en cours de mandat du président de la République, et qui permettrait peut-être d'entendre un autre son de cloche durant le septennat, et en tout cas au Parlement d'être moins à la botte du pouvoir exécutif. Encore une fois, de même que la proportionnelle, c'est quasiment un point de détail qui a son importance, mais ça reste un point de détail dans la réforme constitutionnelle globale dont nous avons besoin. Et on se focalise toujours sur les mêmes points qui sont de revenir à des choses qui ont déjà existé ou sur des choses que l'on connaît. Pardon, mais c'est plus l'alternance. Quand ça permet, quand on permet, ça entraîne des cohabitations qui n'est pas forcément. Parce que vous restez dans la même logique. Vous restez dans la même logique d'avoir un Parlement qui a les mêmes prérogatives et un exécutif qui retrouve des prérogatives fortes du coup. Pas du tout. Il ne retrouvera pas des prérogatives fortes s'il n'y a pas une réforme constitutionnelle. On passe sur un exemple, l'article 40. Oui. On ne peut rien amener comme amendement, comme article qui engage une charge, qui crée une charge. Ça signifie quoi? Ça signifie que nous, parlementaires, on nous interdit de mettre en œuvre, de proposer des choses qui sont de l'ordre de l'investissement. Parce que des fois, vous créez une charge, mais derrière, vous faites énormément d'économies. Et ça, c'est beaucoup plus important. Par contre, l'alternance, effectivement, pour ne pas avoir une majorité entre, comme nous avons avec le septennat et les 5 ans. Quand il y a ce qu'on appelle la cohabitation, on retrouve, et c'est ce que je pense vous souhaitiez, une lecture plus souple de la Constitution et qui permet en réalité de revenir le temps de la cohabitation à un régime parlementaire. J'ai envie de vous répondre que théoriser et parler pendant des heures du septennat, c'est du cosmétique. C'est du cosmétique. Par rapport à Madame la députée. Je vous ai répondu parce qu'on est au bout de l'interview. Oui, parlons quand même un peu de votre circonscription, un peu d'Alès. Et il s'en passe des choses. Il s'en passe des choses. Et oui, la clinique Bonnefond, il y a un conflit qu'opposent les salariés et la direction depuis quelques semaines. Quelle est votre position sur cette situation? Je me suis exprimée là-dessus aussi. En fait, on est dans les mêmes logiques que on rejoint Orpea dans le sens où on est dans du privé à but lucratif. Donc il y a forcément mais est-ce que c'est aux collectivités de s'en mêler? Même si ce n'est pas les mêmes financements, il y a de l'optimisation salariale qui inclut d'avoir du personnel qui coûte moins cher. La question de fond, c'est que veut faire Elsan, qui a désormais le monopole sur le département dans le secteur privé, sur le bassin alésien? Ça, c'est la première question. Il n'y a qu'eux qui peuvent y répondre, on ne la connaît pas. Et puis là, depuis une semaine, il y a un arrêt des hospitalisations, c'est du moins ce qui revient et qui remonte de la part de la CME. Il y a une impossibilité, effectivement, d'entrer dans l'établissement. Voilà. On sait que l'un des problèmes de fond, c'est que du coup, Elsan est en droit de demander la garantie financière auprès de l'État pour la perte des revenus. Donc en fait, ils sont gagnants sur tous les tableaux. Donc ils peuvent attendre indéfiniment. Et on est dans une position de force qui n'est pas sur le point de se débloquer. Pour moi, on n'est pas dans une situation de conflit social. Il y en a un, c'est certain. Mais ce n'est pas là le problème de fond. Le problème de fond, c'est quels sont les objectifs in fine d'Elsan. On leur posera la question puisque nous les rencontrons lundi et qu'il y aura une interview sur Objectif Gard du directeur de la clinique Bonnefond d'Alès sur Objectif Gard lundi Pour soir. finir, on revient un peu de politique. Le maire d'Alès, Max Roustin, envisage de se présenter sur votre circonscription. Bonne ou mauvaise idée? Très mauvaise idée. Enfin, il a 78 ans. Comment il va faire pour voter la loi contre les retraites? Enfin, je ne sais pas, moi. Il va proposer un âge libre, flexible. Je pense qu'en politique, il est essentiel d'être cohérent. Et là, ça ne l'est pas pour vous? Ça ne l'est pas, non. On ne peut pas s'engager dans certains sujets si soi-même, on fait autre chose. Faites ce que je dis parce que je fais. Enfin, voilà. Donc, il n'y a aucune cohérence là-dedans. Pour lui, c'est peut-être quelque chose qu'il veut mettre à son tableau de chasse, j'en sais rien. Mais en tout cas, pour le territoire, ce n'est pas du tout une bonne idée. C'est un maire apprécié. C'est un maire qui va laisser son empreinte, qui aura laissé sa trace dans l'histoire alésienne. Devenir député, c'est risible. D'accord. Et pour finir, si vous n'y retournez pas, ce qui est bien parti qui pour vous est le meilleur pour vous remplacer? Mais tous les candidats ne se sont pas encore prononcés. Mais est-ce que vous pensez déjà à quelqu'un? Je ne pense à personne. Ah. Je ne pense pas.